Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre. Au mois de février, le gouvernement français a prévenu qu'il allait mettre en place une réforme visant à simplifier l'orthographe du français. L'annonce impromptue de cette réforme qui concerne 2400 mots de la langue française a provoqué une véritable onde de choc sur Internet et les réseaux sociaux. Désormais, la France semble se diviser en deux camps, ceux qui accueillent cette réforme avec enthousiasme et ceux qui pensent que c'est une très mauvaise idée. Pour parler de cette réforme choc, mais aussi de la francophonie et de l'amour des langues, notre invité aujourd'hui est Bernard Cerchiglini, linguiste, professeur d'université et présentateur de l'émission Merci Professeur sur TV5 Monde. Mais avant de commencer cet entretien, regardons ensemble ce reportage. Né en avril 1947 à Lyon, Bernard Cerchiglini est un linguiste français. Directeur des écoles au ministère de l'Éducation nationale de 1985 à 1987, il est chargé en 1990 par le gouvernement d'une mission sur la réforme de l'orthographe, puis en 1999 d'une mission sur les langues régionales en France. Il est surtout connu du grand public pour son émission pédagogique Merci Professeur, diffusée sur TV5 Monde et dans laquelle il réussit à rendre limpides et passionnantes les règles de la grammaire et de l'orthographe française. Recteur de l'agence universitaire de la francophonie de 2007 à 2015, cet infatigable défenseur du français a été choisi pour être l'animateur et le lecteur de la fameuse dictée de Bernard Pivot le 20 mars à la Résidence de France. Bonjour Monsieur Cerchiglini. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Récemment, le gouvernement français a annoncé la mise en place d'une simplification de l'orthographe. Donc, beaucoup de gens affirment qu'avec cette réforme, c'est la langue de Voltaire qu'on assassine. Ils craignent qu'avec la disparition de l'accent circonflexe, la langue française perde l'une de ses plus charmantes particularités. Et dans les années 90, vous avez été chargé d'une mission pour la simplification de l'orthographe. Donc, vous êtes pour ou contre cette réforme? Forcément pour, puisqu'il y a 26 ans, le Premier ministre m'a demandé d'animer le groupe d'experts, formé des meilleurs spécialistes de l'orthographe, en liaison avec l'Académie française, pour préparer ce qui n'est pas une réforme, mais une petite simplification de l'orthographe dans des domaines où il fallait depuis longtemps simplifier, corriger. Vous avez dit 2400 mots, en comptant tous les mots touchés, même les plus rares. Si l'on prend les mots vraiment fréquents dans la langue, on obtient un nombre d'environ 800 à 900 mots. C'est très très mesuré et c'est moindre que ce que l'Académie française elle-même a fait dans le passé. Donc, ce n'est pas une réforme, ce n'est pas un bouleversement, c'est un petit ajustement nécessaire. En fait, c'est une bonne nouvelle pour les apprenants du français, n'est-ce pas? Oui, il ne s'agit pas de changer nos habitudes, à vous et à moi. Il s'agit de penser à ceux qui vont apprendre la langue ou bien qui vont créer de nouveaux mots. On hésite parfois quand on crée un mot, parce qu'on a inventé un objet. Et donc, pour cela, nous avons simplifié certaines règles accentuelles, certaines graphies et donné des procédures simples. Mais en fait, il y a des gens qui sont contre cette simplification parce qu'on dit que la langue française, c'est une langue qui est très soulignée et qui fait très attention à beaucoup de détails. Donc maintenant, c'est avec la simplification du français, est-ce que ça va créer des effets négatifs à la langue ou à la culture française? Non, du tout. D'une part, cela va faciliter légèrement son apprentissage. Ensuite, cela va montrer qu'il s'agit d'une langue vivante qui sait évoluer. On ne va pas garder éternellement des anomalies. Vous dites un événement. Et on met un accent aigu. Pourquoi? Parce qu'au XVIIIe siècle, quand on a publié le dictionnaire de l'Académie française, l'imprimeur a manqué d'accent grave. On le sait par sa correspondance. Il a donc mis, en attendant,
un accent aigu. Et on a maintenu cette erreur. Corrigeons, montrons que nous pouvons faire bouger la langue d'une façon rationnelle et mesurée. Mais ça ne va pas rendre le français trop banal et perdre son attrait? Non, l'attrait du français, il vient de sa grande littérature, de sa culture, de son expansion mondiale. Il ne vient pas du fait que toute la famille de Chariot, Charette, Charroyer, etc., ont deux R, sauf Chariot. Mettons un deuxième R à Chariot, simplifiant la famille, et voilà. L'attrait du français, il est aussi dans sa capacité à évoluer. Donc, vous avez dit tout à l'heure que cette décision a été déjà prise il y a 26 ans. Mais pourquoi c'est maintenant que le gouvernement français a démarré cette simplification de l'orthographe? Ce n'est pas tout à fait ça, madame. Il y a 26 ans, c'est l'Académie française qui, donc, elle est maîtresse de l'orthographe, qui a accepté cette petite réforme, conçue avec elle d'ailleurs. Et elle a commencé à le diffuser par son dictionnaire. Et puis les dictionnaires usuels, que tout le monde connaît, Petit Larousse, Petit Robert, ont adopté ces formes. Elles commencent à se diffuser. Donc tout ça doit se faire très lentement. Et puis l'Éducation nationale, le ministère donc officiel, a peu à peu décidé d'adopter ces graphies. Et en particulier, le ministère de l'Éducation nationale vient de publier des nouveaux programmes du collège qui utilisent ces graphies. Du coup, les auteurs de manuels, et c'est là que tout a recommencé, les auteurs de manuels, les éditeurs scolaires ont dit, nous aussi, nous allons utiliser cette graphie. Et donc, la nouvelle a atteint les journalistes qui ont dit, voilà, les choses éclatent. Mais en fait, c'était une évolution lente. Nous, les linguistes, avons calculé que ces graphies sont peu à peu adoptées. D'accord. Pas toutes, certaines ne sont pas adoptées. Eh bien, il faudra en tenir compte. Donc, en fait, c'est une querelle étonnante. Mais cela prouve que les Français adorent se battre à propos de la langue. D'accord. Mais derrière tous ces débats, il y en a qui ont dit qu'il y a la question de la reproduction des élites. Quel est votre point de vue? C'est un argument intéressant. On nous oppose cet argument disant il y aura maintenant les modernes, qui auront l'orthographe rénovée, et puis les autres qui resteront de côté. Il s'agit de toucher quelques mots, simplement. Les faits concrets, je viens d'écrire un long texte sur cette réforme. Dans cette orthographe rectifiée, sur 16 pages, il y a 4 formes changées, simplement. Donc, il n'y aura pas 2 Français. Nous avons été très sensibles à cet argument. Bien sûr, pas du tout, pas du tout. Il n'y aura pas 2 Français, c'est simplement quelques formes rectifiées. Je répète, l'Académie française dans le passé a fait beaucoup plus, madame. Quand elle a décidé que les imparfaits s'écriraient non plus O-I-S, mais A-I-S, cela a changé la langue. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord. Et la langue chinoise a connu aussi une réforme de simplification de ses caractères. Mais il est indéniable que cela a eu certains effets négatifs sur sa culture chinoise. Donc la France, c'est connu comme un pays qui accorde beaucoup d'importance à sa culture et sa langue. Pourquoi le gouvernement français a pris cette décision? Encore une fois, il ne s'agit pas de réforme, comme les Chinois ont réformé leur orthographe, ou les Italiens, ou les Portugais. On met tout à plat et on corrige. Il s'agit, non, d'ajustements réguliers. Pourquoi? Je vais vous le dire. Au XVIIe siècle, on a créé l'Académie française. Elle a publié son premier dictionnaire en choisissant une orthographe. Elle a pris l'orthographe la plus traditionnelle, la plus compliquée. Elle l'a reconnue ensuite. Et donc, elle n'a cessé de se corriger elle-même. Donc, en fait, au lieu d'avoir une révolution, nous avons des petites réformes régulières. La dernière faite par l'Académie date de 1932.
Depuis, rien ne s'était passé. Et bien en 90, nous avons fait une nouvelle petite campagne de correction. Donc, une série de petites réformes, pas de révolution. D'accord. Les Français n'aiment bien les révolutions, mais pas en matière de langage. Ils sont conservateurs. Ouais. Comme vous avez dit que les Français sont très fiers de leur langue et de leur culture, parce que je vais raconter ma propre histoire. En 2002 et 2003, je suis allée en France, mais avant de partir, mon professeur m'a dit qu'il fallait absolument parler français avec les Français, mais pas l'anglais, parce que les Français sont très fiers de leur langue. Ils ne veulent pas parler l'anglais. Donc avec la mondialisation et l'évolution du monde entier, est-ce que ce phénomène existe encore dans la société française ou bien c'est déjà changé? Il existe encore, parce qu'on a cette querelle de gens qui disent tout est détruit parce que l'on change l'orthographe de 800 mots. Certes, ceux-là ont un amour extrême du français. Ce sont des puristes, des conservateurs. Bon. Mais globalement, les choses changent. Je trouve que les Français ont un amour beaucoup plus intelligent de la langue. Ils ont compris que le français est mondial, qu'il y a dans le monde d'autres langues. Ils apprennent des langues étrangères, ce qui est extraordinaire. Et donc, on va suivre de près cette affaire de l'orthographe. Si tout se passe bien, si les Français adoptent ces corrections, ils auront montré qu'ils peuvent avoir un amour dynamique de la langue. Je suis plein d'espoir et j'attends avec intérêt. Parce qu'en Chine, il est presque tout l'inverse, parce que la nouvelle génération de parents qui sont nés dans les années 80, ils apprennent leurs enfants d'apprendre l'anglais depuis leur enfance, dès qu'ils sont nés presque. Mais on y voit une grande différence entre l'esprit chinois et français. Comment voyez-vous cette différence? Pendant longtemps, le français a été la langue dominante en Europe. Bien. Elle ne l'est plus. Eh bien voilà. L'Europe n'a pas besoin d'une langue dominante, elle a besoin d'un plurilinguisme. L'Europe, c'est un bouquet de langues. Les Français ont peu à peu compris cela. Cela signifie que le français n'est plus hégémonique, ne pleurons pas, mais ça signifie qu'il a toute sa place. Il faut donc apprendre les langues étrangères. L'Europe et le monde sont plurilingues. Et on a une nouvelle génération de Français qui apprennent les langues, qui sont fiers de leur langue, et c'est très bien, mais qui savent que être, en particulier européen, c'est parler plusieurs langues et en comprendre d'autres. On est vraiment, dans ma carrière j'ai vu ça, on est passé du point de vue hégémonique français au plurilinguisme. C'est encore difficile, certains n'ont pas encore compris cela, d'où les querelles. Mais globalement, nous allons vers une langue française mondiale et qui dialogue avec les autres langues. C'est en tous les cas ma conception. Donc cette fois-ci, vous êtes venu en Chine, c'est pour la fête de la francophonie. Oui, avec mon grand bonheur. Oui, donc que représente pour vous la francophonie? C'est l'expansion du français. Ce qui me plaît, c'est que le français est une langue de culture, de savoir, une langue mondiale et une langue de la grande diversité. C'est ça qui est beau dans le français. Donc je ne suis pas puriste, je ne suis pas attaché à des formes gravées dans le marbre. J'aime le français tel que vous le parlez, madame, tel qu'on le parle à Montréal, à Bruxelles, à Dakar. Une langue vivante qui dialogue, qui emprunte des mots, ce n'est pas gênant d'emprunter, mais qui permet à des millions de gens d'apprendre, de se cultiver et de communiquer. C'est ça que j'aime dans le français, cette grande langue vivante du monde. Est-ce que vous vous considérez comme un gardien de la langue? Vous savez, je suis membre d'un groupe poétique qui s'appelle l'Oulipo, fondé par Raymond Queneau. Et quand j'ai été élu, on m'a nommé gardien de la langue et gardien de phare. Donc je suis à la fois gardien du français et gardien de phare, les lumières. Non, la langue, elle se garde elle-même. Disons que je suis plutôt quelqu'un qui accompagne le français, qui accompagne dans sa modernité. Je me suis occupé aussi
d'aider à la création de mots féminins pour les professions. Je me suis occupé aussi de dialogue avec les langues régionales. Je suis plutôt quelqu'un qui accompagne le dynamisme de la langue. Et là, on a quelque chose qui réussit. Concernant la francophonie, il y a des pays francophones et des pays francophones observateurs. Il y a encore la troisième, c'est pays associés, Oui. voilà. Mais pourquoi on fait cette catégorie, trois catégories de pays francophones? Quelles sont leurs différences? Mon Dieu, ça relève de la diplomatie. Il y a trois cercles, les pays qui sont réellement francophones, les associés, puis les observateurs qui viennent aux réunions. C'est très intéressant, très intéressant. Moi, je suis linguiste. Je distingue autrement. Je distingue des cercles différents. Les pays où on est francophone de naissance, les pays où l'on est francophone après être allé à l'école et où on se sert du français tous les jours, comme certains pays africains, et puis les pays francophiles. Et la Chine est un pays francophile. Et il faut faire jouer ces trois choses. La francophonie de naissance, la francophonie d'école et la francophilie. Ce n'est pas tout à fait les trois catégories de la politique, mais cela peut s'articuler. D'accord. Ok. Dans l'esprit de beaucoup de Chinois, tout ce qui concerne la France est romantique. Par exemple, Paris est la capitale du romantisme et la langue française est romantique, etc. Donc, d'après vous, d'où vient ce charme particulier de la langue française et de la France? La langue française s'est vue dans l'histoire associer des valeurs. Une culture, une littérature. Et ce que nous aimons, nous, dans la langue française, ce sont des valeurs qu'on peut qualifier romantiques, très générales, c'est-à-dire Victor Hugo, l'expansion, le dynamisme. Ce que j'aime dans la France, c'est son courage intellectuel, son courage physique aussi. C'est une France, c'est comme le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui, quand il faut, dit non. Donc appelons ça le romantisme, appelons ça le courage. Moi j'aime De Gaulle, j'aime Clémenceau, j'aime Victor Hugo. Voltaire, il n'était pas romantique, Voltaire. Mais c'est cette façon d'avoir du courage intellectuel, de l'humour. J'aime aussi Arsène Lupin, qui est un personnage que j'aime infiniment. C'est cette France-là qui est belle. Cette France qui est courageuse, qui sait dire non, qui sait dire oui aussi, et qui donc sait accepter que l'on modernise sa propre langue. Allons, soyons courageux, acceptons cette réforme de l'orthographe. Comment comprenez-vous le mot romantisme? Est-ce que vous savez déjà que les Chinois pensent que la France est romantique? Et ce romantisme, est-ce que c'est différent de celui que vous pensez dans votre esprit? Oui, j'ai parlé avec beaucoup de Chinois. Le romantisme pour eux, c'est le romantisme français, c'est lié à l'amour, lié à la tendresse, lié à la musique. Moi, mon romantisme, il est plutôt celui de Victor Hugo, c'est-à-dire le courage, le fait de monter à l'assaut, de s'exprimer. C'est un autre romantisme. Il peut être amoureux aussi. Mais en tous les cas, nous aimons, nous, quelque chose qui n'est pas tout à fait le classicisme français, lequel est un peu froid. Versailles, c'est très froid. Moi, j'aime plutôt ceux qui ont de l'humour, du panache et du dynamisme. Et je mets là-dedans de Voltaire à Hugo et à De Gaulle partant pour Londres tout seul pour résister. Ça, c'est ce que j'aime dans le caractère français. Voilà. D'accord. Vous êtes présentateur de Merci Professeur, qui a une chronique diffusée sur TV5 Monde. Donc, est-ce que vous avez reçu des réactions de la part des téléspectateurs chinois? Est-ce qu'il y a des messages qui vous ont particulièrement marqué? Alors, je reçois beaucoup de questions par jour, puisque en moyenne, entre 50 et 100 questions par jour. Je reçois suffisamment de questions pour faire mon émission pendant encore 3 siècles. Donc je suis tranquille. 3 siècles d'émission devant moi. Et donc je reçois des questions de chinois, en effet, sur des points de grammaire, sur des points d'orthographe. Et en particulier, j'ai reçu beaucoup de questions de jeunes Chinois qui s'inquiétaient pour la réforme de l'orthographe. Donc je vais bientôt enregistrer une émission pour rassurer, calmer
et dire que cela touche très peu de mots. Est-ce que vous êtes content de recevoir tous ces courriers chinois? Oui, parce que ça prouve une fois de plus le dynamisme de la francophilie chinoise. Je suis venu ici pour les as du français. J'étais hier pour la dictée de Pivot et croyez-moi, les candidats étaient brillants, absolument brillants. Je ne cesse de rencontrer des étudiants, je vais faire beaucoup de conférences, qui connaissent la langue française, qui connaissent la francophonie et qui posent des questions très très pertinentes. Donc à la fois cela m'apporte des bonnes questions car je dois avoir un sujet par jour, mon émission est quotidienne, mais ça montre aussi le degré de dynamisme de la francophilie chinoise. Vous êtes très optimiste sur l'avenir du français, mais quels sont les plus grands défis auxquels la langue française va être confrontée dans l'avenir? Deux. Le premier, c'est se débarrasser du purisme. Du purisme, de la fixité, du monolinguisme, cette conception selon laquelle le français est gravé dans le marbre. Ça, c'est fini. C'est fini. Et ça, il faut s'en débarrasser. C'est pas encore terminé. Et le deuxième défi sont les technologies de l'information. Au début, les Français étaient un petit peu réticents, comme d'habitude. Ils se sont dit, ce sont des outils de l'anglais. Mais vous savez, un outil, on le prend. Et les choses sont en train de changer. Le français est très présent sur l'Internet, très présent dans ces outils. Il faut créer des dictionnaires en ligne, il faut créer des bases de données, et nous le faisons. C'est-à-dire que la révolution technologique va profiter aux Français. On n'a, madame, jamais autant écrit le français. Depuis qu'il s'est séparé du latin, grâce à Internet, on écrit du français partout. Donc c'est une langue qui n'a rien à craindre. On ne l'a jamais autant parlée, on ne l'a jamais autant écrite. Et j'ajouterais, on ne l'a jamais autant apprise. Mais est-ce qu'on peut dire que les nouvelles technologies sont en train de changer la langue française? On le dit. Vous savez, il y a toujours un rapport entre la langue et le support d'écriture. On n'écrit pas la même langue à la main ou sur un clavier. Cela dit, la langue est solide. Elle est solide, une syntaxe, une morphologie, un vocabulaire, une orthographe en place depuis des siècles, même si on l'a légèrement corrigée. Je ne crois pas que le fait d'abréger quelques mots quand on tape va toucher au corps de la langue. Vous-même, quand vous tapez du français, vous utilisez quelques abréviations. Mais quand vous écrivez une lettre, vous ne les employez pas. Il y a des registres de langue écrite comme des registres de langue orale. C'est tout. Et beaucoup d'Occidentaux aiment se faire tatouer des caractères chinois. Ils aiment le côté pictural, très graphique, et des caractères chinois. Est-ce que vous vous intéressez à l'écriture et à la culture chinoise? La calligraphie chinoise est une merveille, vraiment une merveille. Et c'est mon deuxième voyage en Chine. Et pour le troisième, je vais commencer à apprendre le chinois. Vous allez parler chinois parfaitement. La prochaine fois, ça sera en chinois. Et surtout, ce que je voudrais, c'est prendre des cours de calligraphie. Je trouve que là, on a une sorte de danse du geste. C'est magnifique. C'est très très beau. Et cela m'a fait comprendre d'ailleurs qu'on peut aimer l'orthographe française. On peut aimer les signes de la langue. Les conservateurs n'ont pas toujours tort. En particulier, c'est voir un calligraphe chinois qui m'a fait comprendre l'amour de l'accent circonflexe. On a un peu de calligraphie dans le français. Il faut en tenir compte. Nous avons été peut-être un petit peu trop fermes dans la réforme d'il y a 25 ans. Je crois qu'il ne faut pas toucher au circonflexe. C'est un signe calligraphique. Ma dernière question, la France possède une organisation qui s'appelle l'Alliance française, qui a été créée dans le but de renforcer le rayonnement culturel français partout dans le monde. Et en Chine, il y a les instituts Confucius qui sont chargés de faire rayonner la culture et la langue chinoise. Donc on dit que le chinois est très difficile à apprendre. Donc comment faire découvrir la beauté d'une langue au plus grand nombre de personnes
personnes possibles et partir de là. Et à partir de là, leur faire connaître ensuite l'histoire et la culture d'un pays. Vous savez, les instituts Confucius et l'Alliance française, et puis le Goethe-Institut pour l'allemand, Cervantes pour l'espagnol, etc., ont tous la même mission, faire aimer une langue. Comment on la fait aimer? On la fait aimer par sa culture, sa littérature et sa gastronomie aussi. Moi, je suis frappé de voir que les alliances françaises ont souvent à l'entrée un petit bistrot. C'est excellent. On vient, on s'assoit, on prend un café, on écoute de la musique et c'est comme ça que ça marche. Vous savez, moi, j'ai jamais été pour l'enseignement des langues business, business, business. Bon, c'est utile, mais ce n'est pas comme ça qu'on donne l'amour d'une langue. Ni du chinois, ni de l'espagnol, ni du français. L'amour d'une langue, elle passe par la culture, la littérature, une chanson, une musique, une promenade. C'est ça qui est important. Et les instituts Confucius le font très très bien. Donc notre émission touche à sa fin. Merci Monsieur Serky-Glini. Oui, le temps passe vite, malheureusement. Merci de vos éclairages. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur CCTV Français. À la prochaine.